$200. C'était le prix exorbitant d'une seule mitraillette Thompson au début du conflit. Cela semble peu aujourd'hui, mais convertissez cette somme avec l'inflation actuelle. Cela donne $3400 par unité. Multipliez ce montant par des millions de soldats. L'équation devenait impossible. Pourquoi l'armée américaine voulait-elle se débarrasser d'une arme aussi efficace? Les soldats adoraient la Thompson. Elle était lourde, elle était fiable. Le calibre 45 ACP offrait une puissance d'arrêt brutale. Mais la guerre d'usure ne se gagnait pas avec des sentiments. Elle se gagnait avec des tableurs et des capacités de production industrielle. L'Amérique était engagée dans une course contre la montre. Les ressources étaient limitées. L'acier devait aller aux chars. L'aluminium devait aller aux avions. Fabriquer une arme de luxe usinée dans des blocs d'acier massif était devenu une aberration logistique. L'état-major a tenté une première solution. Ils ont simplifié la Thompson avec le modèle M1A1. Mais le processus restait trop lent. Les fraiseuses tournaient jour et nuit sans suffire à la demande. Il fallait une rupture technologique totale. En 1941, les ingénieurs de l'ordonnance ont regardé vers l'Europe. Ils ont observé l'ennemi. La MP40 allemande dominait le champ de bataille. Mais c'est une autre arme qui a capté leur attention, la Sten britannique. À première vue, un simple tuyau de plomberie assemblé dans un garage. Mais en réalité, une merveille d'efficacité économique. L'Angleterre, isolée et bombardée, ne pouvait pas faire dans l'élégance. La Sten était laide. Elle était faite de tôle emboutie et de soudure grossière. Mais elle tirait. Et surtout, elle coûtait le prix d'une paire de chaussures. Les Américains ont décidé de copier cette philosophie radicale. Le cahier des charges du futur M3 était clair. Aucune pièce usinée complexe. Tout devait être en tôle pliée et soudée. Le calibre restait le puissant 45 ACP. La cadence de tir visée était de 500 coups par minute. L'arme devait être capable de placer 90% des balles dans une cible humaine à 50 mètres. Mais le concept allait plus loin. L'arme n'était pas conçue pour être entretenue. C'était une arme jetable. Si elle cassait, le soldat devait la jeter dans le fossé et en prendre une neuve dans la caisse. L'idée de réparer une mitraillette était obsolète. La fonction semi-automatique a été supprimée dès les premiers dessins. Trop complexe, trop cher. L'arme ne tirerait qu'en rafale. Une variante a compliqué le développement. Les services secrets voulaient aider la résistance en France et en Belgique. Ils ont demandé des kits de conversion pour le calibre 9 mm. L'objectif était tactique, permettre aux maquisards d'utiliser les munitions volées aux Allemands. 1000 unités ont été produites. 500 kits ont été parachutés en Europe occupée. Mais sur le terrain, un problème est apparu. Les viseurs fixes étaient réglés pour le calibre 45. Avec du 9 mm, la balistique changeait. Les balles passaient systématiquement au-dessus de la cible. Les résistants devaient compenser au jugé sous le feu ennemi. Les prototypes, nommés T20, ont pourtant excellé lors des essais. Sur 5000 coups tirés, seulement 2 incidents de tir. La précision était redoutable, 97 balles sur 100 au but. Mais un détail technique allait tout gâcher. Les rapports d'essai mentionnaient un défaut critique, le chargeur. Les ingénieurs avaient copié le design du chargeur de la Sten. C'était une erreur majeure. Les munitions étaient stockées en double colonne mais se resserraient en une seule file pour l'alimentation. Insérer les dernières balles demandait une force herculéenne. Les ressorts étaient comprimés au maximum. Sur la vidéo des tests, on voit la difficulté. Les doigts des soldats glissent sur le métal froid. Le mécanisme force. Plus grave encore, ce type de chargeur ne tolérait aucune saleté. Contrairement au chargeur de la Thompson, la moindre particule de boue ou de sable provoquait un enrayage immédiat. Le mécanisme se bloquait. L'arme devenait inutile. L'alerte est remontée jusqu'au bureau de Washington. La solution était simple, redessiner le chargeur. Mais cela aurait retardé la production de quelques semaines. Les bureaucrates ont fait leurs calculs. Le temps, c'était de l'argent. La production a été lancée sans modification. Ceux qui ont pris la décision ne risquaient pas leur vie dans les tranchées boueuses des Ardennes. Le M3 est entré en service avec son défaut mortel inclus dans la boîte. $21. C'était le prix de revient d'un pistolet mitrailleur complet en sortie d'usine. En monnaie d'aujourd'hui, cela représente à peine $273. L'armée américaine venait de créer l'arme la plus économique de son arsenal. Pourquoi une telle chute de prix? Le luxe n'avait plus sa place. L'époque de la Thompson, chère et complexe, était terminée. En décembre 1942, le modèle T20 est officiellement adopté sous le nom de M3. Pour l'anecdote, une version M2 a existé brièvement. Elle n'a jamais connu la production de masse.
Elle a disparu des registres dès que la M3 est arrivée sur le terrain. La Thompson était la M1. La M2 est devenue une note de bas de page. La M3, elle, est devenue l'arme qui comptait vraiment. La construction est brute. On utilise de l'acier en tôle simple d'1,5 mm d'épaisseur. Le boîtier de culasse est fabriqué en 2 moitiés estampées. Les ouvriers les assemblent par une soudure apparente qui fait tout le tour de l'arme. Seul le canon, le verrou et le mécanisme de tir subissent un usinage de précision. Tout le reste est pressé, poinçonné ou soudé par points. Le pontet n'est qu'une simple languette de métal plié. Les soudures sont fonctionnelles, mais grossières. Elles ne sont pas là pour être belles, elles sont là pour tenir. Regardez sa silhouette. On comprend immédiatement son surnom, le Grease Gun. À côté d'une pompe à graisse de mécanicien, la ressemblance est frappante. Les soldats l'appellent aussi le cauchemar du plombier ou la poche à douille. Mais c'est Grease Gun qui entre dans l'histoire. À l'image, on remarque une cadence de tir particulièrement lente. La M3 crache entre 350 et 450 coups par minute. C'est l'un des rythmes les plus bas de toute la guerre. La plupart des armes de l'époque montent à 800 coups. Mais cette lenteur devient un atout. Le contrôle de la détente est d'une facilité déconcertante. Un tireur expérimenté peut lâcher des coups par 2 ou des tirs isolés sans effort, malgré la puissance de la cartouche de calibre 45. La portée efficace théorique est de 100 yards. En réalité, sur le terrain, tout se joue à moins de 50 yards. La sécurité est rudimentaire. Il s'agit d'un simple clapet sur la fenêtre d'éjection. S'il est fermé, le verrou est bloqué. S'il est ouvert, l'arme peut tirer. À première vue, c'est ingénieux. Mais en réalité, c'est un point faible majeur. Si l'arme tombe, le clapet se tord. Une fois déformé, la sécurité devient totalement inopérante. L'économie de moyens ne s'arrête pas là. Sur les premiers modèles, on trouve un levier d'armement à manivelle sur le côté droit. Mais le métal est de si mauvaise qualité qu'il casse ou se tord systématiquement en combat. Les ingénieurs ont alors pris une décision radicale. Ils l'ont supprimé. Désormais, il n'y a plus de levier. À la place, on trouve une encoche usinée directement dans le verrou. Le soldat doit enfoncer son doigt à l'intérieur pour tirer la culasse vers l'arrière. Imaginez la scène sous le feu ennemi. Vos mains sont couvertes de boue et de sang. Le métal est brûlant après avoir vidé plusieurs chargeurs en automatique. Armer la pièce devient un calvaire. Le plan initial était simple. La M3 devait être une arme jetable. On l'utilise, elle casse, on la jette. Mais l'état-major change d'avis en cours de route. Résultat, quand les troupes reçoivent les premières unités sur le front, il n'y a aucune pièce de rechange. Aucun outil spécifique n'est prévu. Personne n'avait imaginé qu'une arme construite aussi cheap puisse céder face à la violence des combats. Il faut attendre 1944 pour voir apparaître des kits d'entretien improvisés afin de maintenir les stocks opérationnels. La Crosse suit la même logique. C'est un simple cadre en fil d'acier télescopique. Elle est pratique pour les équipages de chars qui manquent de place, mais elle offre peu de confort. Les organes de visée sont tout aussi basiques. La hausse est une plaque de tôle pliée à 90 degrés, soudée sur le dessus. Le guidon est une simple lame fixe. Tout est pré-réglé pour 100 yards. Pas de réglage possible. Sur les premières versions, ces mires sont si fragiles qu'elles se tordent au moindre choc contre un obstacle. L'histoire de la M3 venait de commencer, mais ses défauts allaient coûter cher. L'accueil de la nouvelle arme par les soldats américains a été brutal. Pourquoi un tel rejet initial? La réponse tient en un mot, l'apparence. Le contraste avec la Thompson était total. À l'image, on voit un assemblage de tôles soudées grossièrement. L'arme semblait fragile, presque inachevée. C'était un outil bon marché, conçu pour la production de masse. Les soldats l'ont immédiatement baptisé le Grease Gun, le pistolet à graisse. Le baptême du feu a eu lieu le 6 juin 1944. Les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées ont sauté sur la Normandie avec ces nouvelles machines. En plein combat, les défauts de conception sont devenus mortels. Le bouton d'éjection du chargeur n'était pas protégé. Un choc, un frottement contre l'équipement et le chargeur tombait au sol. Les rapports de terrain étaient alarmants. Les ingénieurs ont dû réagir vite. Ils ont ajouté un garde autour du bouton de déverrouillage pour stopper les pertes de munitions. La crosse a été légèrement renforcée. L'éjecteur a subi des modifications. Mais un danger persistait, le tir accidentel. Sur le terrain, une chute sur le béton pouvait transformer l'arme en piège.
Si le volet anti-poussière s'ouvrait, le choc faisait reculer la culasse. Le ressort de rappel la renvoyait vers l'avant. Elle chambre une cartouche, le percuteur fixe frappe l'amorce. Le coup part sans que personne n'ait touché la détente. Mais au fil des semaines, l'opinion a changé. Une fois le choc esthétique passé, les hommes ont découvert les avantages du calibre 45 ACP. La puissance d'arrêt était supérieure aux armes allemandes ou britanniques de 9 mm. En combat rapproché, c'était un argument décisif. La cadence de tir lente permettait un contrôle total. Le soldat pouvait placer ses rafales avec une précision chirurgicale. À l'image, un équipage de chars se glisse dans une écoutille étroite. Pour eux, le grease gun était une libération. Plus léger, plus court et moins encombrant que la lourde Thompson. Les chauffeurs de camions et les parachutistes appréciaient ce gain de place vital. L'arme n'était pas parfaite, mais avec un entretien rigoureux, elle remplissait sa mission. Les forces spéciales ont aussi trouvé leur compte. Une version équipée d'un silencieux a été développée. La munition de 45 est naturellement subsonique. Le résultat était une arme redoutable, presque inaudible dans l'obscurité. Un cache-flamme pour le combat de nuit a même été adopté. Il ne sera pas utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, mais il deviendra un standard lors de la guerre de Corée. L'histoire du grease gun ne faisait que commencer. L'année 1950. La guerre de Corée éclate. Sur le terrain, une situation ironique se dessine. Le M3 Grease Gun devient l'arme principale des troupes américaines et sud-coréennes. Au même moment, en face, les forces communistes utilisent massivement le pistolet mitrailleur Thompson. Les rôles sont inversés. Pourquoi ce changement? Le Pentagone veut simplifier son arsenal. L'objectif est ambitieux. L'armée américaine crée le fusil M14. Il doit être l'arme universelle. Un seul fusil pour remplacer les pistolets mitrailleurs, les carabines et les fusils mitrailleurs légers. Une machine tout en un capable de tirer à pleine puissance. Mais la théorie s'écrase contre la réalité du terrain. Le M14 est un échec opérationnel. Il est trop lourd et difficile à contrôler en tir automatique. Résultat, c'est le fusil avec la carrière la plus courte de toute l'histoire militaire des États-Unis. À première vue, le M3 est obsolète. Mais en réalité, il refuse de disparaître. Le grease gun quitte les premières lignes d'infanterie, mais il reste dans les inventaires. On le retrouve dans la jungle du Vietnam. Plus surprenant encore, il traverse les décennies jusqu'aux années 1990. En 1991, pendant la guerre du Golfe, les équipages de chars américains sortent encore des M3 de leurs tourelles. L'histoire ne s'arrête pas là. Les opérateurs de la Delta Force récupèrent l'arme. Ils utilisent des versions équipées de silencieux massifs. Sur les enregistrements des tests, le constat est clair. Le M3 est plus silencieux que le célèbre MP5 allemand. La version spéciale de la Delta Force possède un détail unique, un cran de sûreté actionnable par le pouce. Le modèle standard de la Seconde Guerre mondiale n'en a jamais eu. Les événements s'accélèrent à l'international. Plusieurs nations produisent des copies dans différents calibres. La longévité du mécanisme est exceptionnelle. Les tankistes japonais conservent leurs exemplaires en service actif jusqu'en 2011. À l'image, une carcasse de métal embouti, simple et brute. Ce pistolet mitrailleur ne devait être qu'une solution temporaire et jetable. Une pièce d'acier bon marché pour boucher les trous pendant l'urgence de 1942. 70 ans de service plus tard, le M3 a prouvé le contraire. L'histoire s'est arrêtée là.